Malheureusement, on s'y attendait, mais la trêve entre le Hamas et Israël n'a pas tenu. Et Israël, il y a 2 jours, a bombardé de manière assez violente la bande de Gaza et aurait fait conditionnel. Selon le chiffre du ministère de la Santé du Hamas, plus de 500 morts, dont 100 enfants. Alors bien sûr, étant donné que ce sont les chiffres du Hamas, ils sont à prendre avec des pincettes, mais quand on connaît la superficie de la bande de Gaza et sa densité en termes de population, ces chiffres ne sont pas mirobolants. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les vidéos de l'attaque, l'attaque a été d'une violence assez inouïe. Elle a duré 10 minutes, mais elle a été très ciblée et a été d'une violence assez importante. Mais elle s'inscrit aussi dans une séquence diplomatique de plus en plus complexe entre Israël et le Hamas, avec aussi Israël qui a bloqué début mars l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza et aussi coupé l'électricité et coupé les usines de désalinisation qui permettaient d'apporter bien sûr de l'électricité, mais aussi de l'eau potable aux populations de Gaza. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu aux raisons qui ont poussé Israël à rompre cette trêve, quelles vont être les conséquences et aussi à quoi on peut s'attendre dans les mois, dans les semaines à venir en ce qui concerne justement les relations entre Israël et Gaza. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine, mais sur cette chaîne, je parle d'Ukraine bien sûr, mais aussi de relations internationales, de géopolitique. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram où je partage mes reportages d'Ukraine, mais aussi les reportages que je fais en Syrie, parce que je me rends de temps en temps en Syrie, et aussi bien sûr les reportages que j'ai fait en Israël, étant donné que c'est un pays dans lequel j'ai vécu pendant de nombreuses années et un pays qui toujours aujourd'hui, et une région en général qui toujours aujourd'hui m'intéresse par sa complexité, mais aussi par sa nature géopolitique. Mais sans plus tarder, essayons de comprendre les raisons qui ont poussé Israël à mettre fin à ce cessez-le-feu. Mais avant de commencer, essayons de comprendre quels étaient les contours du cessez-le-feu qui ont été décidés entre l'administration Trump, le Hamas et Israël. Alors la première étape, c'était une libération des otages israéliens et le retrait partiel d'Israël de la bande de Gaza, notamment du couloir de Netzarim, et aussi bien sûr la libération de prisonniers politiques et de prisonniers palestiniens en échange des otages. Alors on a vu quelques échanges d'otages et de prisonniers politiques palestiniens, mais on n'a pas vu de retrait israélien de la bande de Gaza, de retrait militaire de la bande de Gaza. Et toujours aujourd'hui, 59 otages, dont une trentaine sont estimés comme étant morts par l'armée israélienne, sont toujours dans les mains du Hamas. Du coup, dans une certaine mesure, on n'a jamais vraiment atteint la deuxième étape. La deuxième étape étant un retrait plus général de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Et la troisième étape étant tout simplement la reconstruction de la bande de Gaza. Et du coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi Netanyahou a déjà accepté ce cessez-le-feu et deuxièmement, pourquoi il l'a rompu aussi rapidement. Et il y a plusieurs clés d'analyse pour les comprendre, aussi bien des clés d'analyse politique intérieure, politique étrangère et aussi bien sûr politique militaire. Alors, la raison pour laquelle Netanyahou a accepté ce cessez-le-feu, c'était pour donner à Donald Trump une victoire politique. Donald Trump se présente comme étant un dealmaker, quelqu'un qui apporte la paix dans le monde, et il fallait absolument que Donald Trump puisse arriver à la Maison-Blanche en disant « j'ai fait la paix, regardez, Joe Biden n'a pas été capable d'apporter la paix au Moyen-Orient, moi je l'apporte ». Bon, force est de constater que c'est plus compliqué que ça, mais Netanyahou a accepté un semblant de cessez-le-feu entre Israël et Gaza parce qu'il voulait donner, comme je l'ai dit, une victoire politique à Donald Trump. Surtout que les relations entre Netanyahou et Trump sont compliquées. Il y a bien sûr des affinités idéologiques, il y a bien sûr le soutien très pro-Israël de la Maison-Blanche, notamment avec l'aile chrétienne évangélique qui voit dans le projet sioniste une forme d'accomplissement des prophéties. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Du coup, il y a bien sûr un soutien très important des Américains à Israël. Mais par contre, là où le bas blesse pour la relation Donald Trump-Netanyahou, c'est que Netanyahou a été le premier leader à reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020. Et comme vous le savez, Donald Trump considère que les élections ont été volées par Joe Biden et du coup n'a jamais vraiment pardonné à Netanyahou d'avoir reconnu la victoire de Joe Biden. Et d'ailleurs, dans les heures qui ont suivi le tweet de Netanyahou qui reconnaissait Joe Biden, eh bien, Netanyahou s'est fait insulter de tous les noms sur Truth Social à l'époque par Donald Trump. Et du coup, il y avait une volonté aussi, bien sûr, de Netanyahou de rattraper un peu les pots cassés avec l'administration Trump, faire patte blanche et aussi, bien sûr, faire patte blanche pour
réavoir pour débloquer l'aide militaire à Israël qui avait été bloquée par Joe Biden qui essaye de faire pression sur Netanyahou. Donc tout ça explique la raison pour laquelle Netanyahou a accepté dans un premier temps le cessez-le-feu. Mais pour Netanyahou, accepter ce cessez-le-feu était impossible d'un point de vue politique. Parce que, et c'est important dans cette phase de cette vidéo de comprendre comment fonctionne la politique israélienne. Alors c'est compliqué à expliquer parce que Israël étant un pays compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais de manière très succincte, Israël est une démocratie indirecte, c'est une démocratie législative où en fait il y a 120 sièges au Parlement, c'est la Knesset, le Parlement israélien, qui vote des lois et ce sont des élections législatives qui ont lieu en ce moment tous les 2 ans parce que les coalitions sautent, mais tous les 4 ans de manière générale, il y a des élections et les citoyens israéliens se rendent dans les urnes, élisent des partis, le Likoud, le Meretz, Avoda, etc., votent pour ces partis et après les partis font des coalitions et le chef de parti qui a obtenu le plus de votes, plus de voix, en général devient le Premier ministre et en fait chapeaute une coalition. Et en fait le problème c'est que les coalitions en Israël sont compliquées à faire parce que chacun essaye de tirer un peu son bout de gras, mais si on a envie d'expliquer de manière un peu grossière comment fonctionnent actuellement les coalitions en Israël, c'est qu'on a le Likoud, donc le parti de Netanyahou, qui est en général autour de 27 voix lors des élections, qui doit obtenir 61 voix parce qu'il doit avoir une majorité, 61 sur 120, pour pouvoir diriger. Et du coup, il doit faire des négociations, des coalitions avec les différents partis. Et dans le lot, on a des partis comme Otzmat Yehudi, qui est dirigé par le leader nationaliste suprémaciste Itamar Ben-Gvir, on a le Front National Juif dirigé par Bezalel Smotrich, on a les partis orthodoxes, donc les partis orthodoxes aussi bien séfarades que ashkénazes, sont en général dans la coalition de Netanyahou parce que Netanyahou grosso modo leur dit vous me donnez vos voix et moi en échange de ça je protège vos libertés religieuses, vous n'allez pas servir dans l'armée, on va s'assurer qu'il y ait du kasher partout, on va vous donner de l'argent pour les écoles religieuses, etc. Du coup, en général, le Likoud arrive à vraiment les avoir. Du coup, eux, ils font entre 6 et 7 sièges par élection, donc on est plus ou moins à 14 là. Et du coup, il reste une quinzaine de sièges à récupérer. Et en général, Israël les récupère dans l'extrême droite. Alors, parce que Netanyahou étant de droite illibérale, fan de Orban, fan de Trump, il n'y a aucun souci, mais il y a encore plus extrême droite que Netanyahou, respectivement Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Le problème, c'est que, étant donné que ces partis font du chantage à Netanyahou en disant si on n'est pas d'accord avec ta politique, notamment sur Gaza, on se retire. Et du coup, si on se retire, les coalitions sautent. Et si les coalitions sautent, il faut refaire des élections. Et là, Netanyahou n'est pas sûr de se faire réélire. Et du coup, c'est exactement à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est que les partis d'extrême droite de Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich refusent tout cessez-le-feu à Gaza. Et par exemple, il y a 2 mois, Itamar Ben-Gvir a démissionné de son poste et menaçait de retirer son parti de la coalition. Et de son côté, Bezalel Smotrich n'a pas démissionné, mais par contre, il a dit si on commence l'étape 2 du processus de cessez-le-feu, nous, on se retire. Donc, Netanyahou a rompu le cessez-le-feu pour des raisons de survie politique, notamment de survie politique, avec une volonté de se dire si mes alliés d'extrême droite se retirent, il n'y a plus de coalition. S'il n'y a plus de coalition, il faut faire des élections. Et si on fait des élections, je ne suis pas sûr, moi, Netanyahou, de gagner les élections. Et du coup, je me retrouve sans poste ministériel. Et si je me retrouve sans poste ministériel, étant donné que j'ai des affaires de corruption qui sont pour l'instant protégées par l'immunité parlementaire, je peux me retrouver rapidement en prison, comme d'ailleurs ça a déjà été le cas avec des premiers ministres israéliens, notamment Ehud Olmert, qui est allé en prison pour des affaires de mœurs, notamment des affaires de VIOL. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une reprise des combats, parce que la survie politique de Netanyahou en dépend et du coup, tout simplement, sa liberté aussi en dépend. Après, une autre raison qui explique la reprise du cessez-le-feu, c'est aussi le fait que le Hamas existe toujours, le Hamas se bat toujours et le Hamas titille les frontières israéliennes entre Israël et Gaza. On a assisté ces dernières semaines à des groupes du Hamas, en tout cas ce qui reste du Hamas, mais ça existe toujours, venir un peu tester les capacité de résistance de l'armée israélienne autour de Gaza. Et du coup, il y a un peu une peur de la part
d'Israël, d'où le fait d'ailleurs qu'il y a 60% des Israéliens aujourd'hui qui soutiennent la reprise des combats. Il y a une peur d'Israël que le Hamas puisse profiter de cette trêve pour se réarmer, se renforcer, trouver des parades, etc. etc. Du coup, il y a aussi le pendant militaire qui explique ça. Mais dans les faits, c'est vraiment le pendant politique et de politique intérieure de Netanyahou qui explique ça. Et du coup, le résultat, c'est que énormément d'Israéliens sont descendus dans la rue ces derniers jours. Alors comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont pour reprendre des offensives contre le Hamas, mais la majorité, donc 77% d'entre eux, disent qu'ils veulent prioriser la libération des otages. Et après, voilà, pourquoi pas continuer la guerre contre le Hamas, mais la priorité numéro 1, c'est la libération des otages. Et beaucoup de personnes accusent en Israël Netanyahou de vouloir continuer la guerre pour sa survie politique et est prêt à sacrifier les otages qui restent dans les mains du Hamas pour justement sauver sa vie politique. Et du coup, c'est très très mal reçu par les Israéliens qui descendent massivement dans la rue. Et la deuxième raison qui explique la descente assez massive des Israéliens dans la rue actuellement, c'est que Netanyahou a demandé de licencier, de faire, forcer la démission du chef du renseignement intérieur, ce qu'on appelle en hébreu le Shabak ou le Shin Bet. Et la raison, c'est que le Shin Bet est en train de faire des investigations sur les liens avérés ou faux entre les proches de Netanyahou, des proches de Netanyahou et le Qatar. Alors pour l'instant, on est encore au stade de rumeurs. Il n'y a rien qui a été confirmé, il n'y a pas d'investigation, etc., qui a été sérieuse encore jusqu'à aujourd'hui, mais des suspicions de plus en plus importantes sur le fait que Netanyahou et le clan Netanyahou auraient reçu des pots de vin de la part du Qatar. Et rappelons-le, le Qatar, c'est aussi un pays qui, en tout cas, selon beaucoup d'Israéliens, un des financiers du Hamas. Et du coup, les Israéliens descendent dans la rue aussi pour ces raisons-là, et aussi parce qu'on voit toujours actuellement, et c'est quelque chose qu'on voit depuis 2019, une volonté de Netanyahou de renforcer le pouvoir exécutif au détriment du judiciaire et du législatif. Et du coup, ces trois raisons expliquent, donc la première raison étant donné la volonté d'Israéliens de libérer les otages, la deuxième raison s'opposer au licenciement du chef du renseignement intérieur pour des raisons beaucoup plus liées à la peur de Netanyahou d'investigation sur ses proches pour des raisons de corruption. Et la troisième raison étant simplement le fait que beaucoup d'Israéliens sont contre les dérives autoritaires de Netanyahou. Donc, toutes ces raisons expliquent un peu la reprise du cessez-le-feu. Ça se fait bien sûr au détriment des populations civiles palestiniennes qui vont être les premières victimes des affres politiques de Netanyahou. Bien sûr, des civils israéliens vont aussi être victimes de la reprise des combats, étant donné que en réponse, le Hamas a tiré hier et avant-hier des roquettes contre des villes israéliennes, notamment Tel Aviv. Mais il semblerait que Netanyahou ne s'en préoccupe pas tant parce que Netanyahou pense plus à sa survie politique que véritablement à sa population et encore moins à de potentielles paix ou trêves plus avancées avec le Hamas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse.